Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va évoquer la campagne présidentielle qui commence en France, notamment pour le président candidat Macron, puisqu'il sera en déplacement dans quelques instants à Poissy, dans les Yvelines. Première rencontre avec les habitants de cette ville, dirigée par Carl Olive, qui est un soutien fervent du président Macron. Loïc Signor est sur place du service politique de CNews. Bonsoir Loïc, vous êtes avec Olivier Gangloff. Qu'est-ce qui va se passer ce soir à Poissy ? Eh bien, ce sera le format classique du grand débat national post-Gilets jaunes choisi pour cette première rencontre avec les Français pour Emmanuel Macron candidat. On ne change pas une recette qui gagne, m'a-t-on dit, dans l'entourage du président de la République. 350 personnes sélectionnées par le maire de la ville. Carl Olive, soutien du président de la République et du candidat à l'élection présidentielle désormais, Emmanuel Macron, sera interrogé, nous dit Carl Olive, par des personnes qui ne sont pas forcément convaincues, voire contestataires de la politique du président de la République, qui a lui-même demandé au maire de la ville de Poissy, Carl Olive, d'avoir ce genre de contradiction pour pouvoir développer son programme. Il n'aura pas beaucoup d'occasions de le faire, il le reconnaît lui-même, il ne pourra pas mener campagne comme il l'aurait souhaité, président autant qu'il le doit, candidat autant qu'il le pourra, et c'est donc ce format qui a été retenu par les équipes de campagne, celui de la discussion avec Emmanuel Macron qui vient d'arriver ici à Poissy. Le temps sera aussi limité, contrairement au grand débat, vous vous en souvenez Laurence, Emmanuel Macron était resté plusieurs heures. Là, il n'y aura que 2 heures, nous dit-on, dans les équipes de la République En Marche pour qu'Emmanuel Macron puisse échanger avec ses Français, et pour cause des entretiens téléphoniques l'attendent encore une fois avec ses homologues internationaux à l'Elysée ce soir. Et peut-être, Loïc, il y aura beaucoup de questions des Français sur la situation en Ukraine et voilà, la possibilité que la France entre dans un conflit un peu plus frontal avec la Russie. Oui, quand on regarde les sondages, et on les regarde avec attention bien évidemment à l'Elysée et dans les équipes de campagne, la situation en Ukraine est devenue la première préoccupation des Français dans cette campagne, comme en témoigne aussi l'effet drapeau que décrivent les différents instituts de sondage et la cote de popularité d'Emmanuel Macron qui augmente de jour en jour depuis le début de ce conflit en Ukraine. Mais le président de la République, candidat, souhaiterait aussi aborder dans cette soirée, dans cet échange avec les Français, son programme, développer peut-être des mesures qu'il n'a pas encore dévoilé. Il n'aura pas beaucoup d'occasions de le faire et c'est donc sans doute le moment le plus propice, car ce n'est pas dans la lettre aux Français qu'il a adressée ou dans la vidéo publiée sur ses réseaux sociaux qu'il a pu aborder les mesures de sa campagne présidentielle qui commence tout juste aujourd'hui à Poissy. Loïc Signor sur place avec Olivier Gangloff. C'est intéressant, Julien Drey, de voir évidemment la trajectoire que prend le président Macron dans les intentions de vote. Il y a un espèce d'effet assez clair en sa faveur. Est-ce que c'est parce qu'on fait bloc autour du chef en situation de crise ou pas ? Alors, il y a 2 choses. D'abord, c'est un phénomène naturel, on l'a vu dans tous les conflits. Il y a quand même une volonté d'union nationale, de rassemblement autour du président, qui avait joué pour le président Hollande pareil au moment du Mali ou au moment des attentats. Donc ça joue pour lui. C'est pour ça qu'il se plaint de la situation, mais d'un certain point de vue, il va en tirer un certain nombre de bénéfices. On peut même se dire quasiment que la campagne elle est terminée avant même d'avoir commencé. Et puis par ailleurs, sa chance aussi, qui pèse, parce qu'il a, encore une fois, les planètes, cet homme-là, il a une chance, les planètes, elles s'alignent quand il en a besoin formidablement bien. C'est qu'il n'a pas d'opposition sérieuse. Il y a des candidats qui sont tous azimuts, qui n'arrêtent pas de se disputer entre eux, et donc il n'a pas une alternative politique qui lui poserait problème et qui l'obligerait à un débat de qualité. Donc on va avoir une non-campagne électorale présidentielle. C'est pas forcément une bonne chose pour le pays. Parce que quand il y a de la frustration qui s'installe et qui s'accumule, à un moment donné ou à un autre, elle ressort autrement. Jean-Claude Dacier, vous n'êtes pas d'accord sur le fait que la guerre sert Emmanuel Macron ? C'est pas lui qui l'a commandé. Bon, bien entendu. Il est clair que cette guerre d'Ukraine va peser de manière considérable et dommageable sur la campagne présidentielle française. C'est vrai que dans le courrier qu'il a envoyé aux Français, c'est ça, lettre aux Français, il n'y a pas grand-chose, honnêtement. Alors, est-ce que ça a été fait un peu vite ? Pourtant, il me semblait qu'il travaillait là-dessus depuis des mois. On n'apprend pas grand-chose. Néanmoins, je ne veux pas accepter l'idée qu'il n'y aura pas de campagne et que les grands sujets de ce pays, qui sont quand même spectaculaires et nombreux, ne seront pas abordés avant le 2e tour. On aura un débat face à face entre les 2 candidats qualifiés et c'est évident. J'espère que le président de la République répondra à un certain nombre de questions sensibles, fortes, son bilan, mais pas seulement, ce qu'il veut faire s'il est réélu, avant le 1er tour. Alors je sais pas sous quelle forme, est-ce qu'il y aura, on annonce des débats ici ou là, j'espère qu'il y aura
peut-être seul face à un certain nombre d'interlocuteurs, de journalistes. Il faut, me semble-t-il, pour la démocratie française et pour l'efficacité du pays, il faut que le président accepte de ne pas se caché derrière la guerre en Ukraine. C'est pas, me semble-t-il, ce qu'il fait. C'est pas correct de dire ça. C'est pas convenable. Il fait le boulot, il essaie, même s'il est déçu au jour d'aujourd'hui par les réponses de Poutine, il fait le boulot. On peut pas le nier. Mais il faut pas qu'il le fasse jusqu'au 10 mai. Il faut qu'il réserve une soirée ou deux à s'expliquer. Vincent Herouette, sur cette question de politique intérieure. Le plus extraordinaire dans l'histoire, c'est qu'il essaie effectivement de mener une diplomatie, d'entretenir le contact avec Vladimir Poutine. Pour l'instant, ça n'a aucun résultat. Mais personne ne se pose la question de savoir pourquoi est-ce que la France a perdu autant de voix, pourquoi est-ce qu'elle n'est plus écoutée, pourquoi elle n'a plus d'influence, comment se fait-il que notre armée est à ce point affaiblie, et quel est réellement le bilan de la politique étrangère qui a été menée depuis 5 ans. Ce ne sont pas des sujets qui seront en question dans cette campagne. C'est-à-dire qu'on ne parle que d'une guerre, on ne parle plus du tout du Mali, on ne parle plus du tout du terrorisme islamique et de la menace djihadiste. Il est juste à côté du maire Carl Olive, pour cette image en direct. On parle il y a un effet de souffle absolument extravagant. Il y a une émotion qui déferle autour de l'Ukraine et qui balaye. Et alors, le plus incroyable, c'est que ça justifie donc un espèce de volontarisme européen, comme si l'Europe qui va s'élargir donc à l'Ukraine, à la Moldavie, qui sont des pays que tout le monde nous envie, et à la Géorgie. Comme si le fait de vouloir suffisait, qui veut peut, alors que non. Alors, Maître Golnadel, Emmanuel Macron vient d'arriver tout sourire à Poissy. On les a vus grâce à Vincent Burgat. Il va refaire le grand débat. Il va parler, dialoguer avec les Français. Pour reprendre ce qui vient d'être dit, il n'y a pas de doute que le virus Poutine, qui est autrement plus virulent que le Micron, a profité à Macron. C'est ainsi, il n'y est pour rien, c'est sa chance, et si j'ose dire, tant mieux pour lui. Là, il fait le minimum syndical, ou le service minimum, pour ne pas non plus prêter au flanc, parce que certes, pour l'instant, il se promène, de dire qu'il n'y a pas eu de campagne. Donc il est normal qu'il fasse ce service minimum quand même dans de bonnes conditions. Puis je veux bien croire qu'il va y avoir des contradicteurs chez Monsieur Lelive, mais je suis certain qu'ils seront d'une parfaite urbanité. Donc tout ça, c'est normal. Pour le reste, l'effet drapeau, je vous avoue que mon imagination politique a du mal à se satisfaire à cela. Mais enfin, les Français, après tout, c'est leur choix. Comment vous expliquez le fait qu'ils montent dans les sondages ? Moi qui pense que l'histoire a toujours été tragique, qui pense qu'on n'a pas attendu l'Ukraine pour savoir que l'histoire est tragique, j'aurais effectivement préféré, c'est ce que je dis depuis des années, qu'il y ait une armée française et qu'il y ait une armée européenne. Et s'il y avait eu, vous voyez, une armée européenne, peut-être que M. Poutine, parce que la nature politique a horreur du vide, il aurait réfléchi à 2 fois. Donc maintenant qu'on prenne des airs de triomphe en disant que ça y est, l'Europe est unie, c'est formidable, on va vers l'Europe de la défense, etc. Pour moi, c'est d'une très grande naïveté, et j'avoue que c'est une pardon. C'est une décision allemande. Enfin, la décision allemande, c'est pour l'instant, c'est d'envoyer des armes. Faut commencer. C'est pas, augmenter le budget des militaires. Pour l'instant, il n'y a rien. Pas tous en même temps, on comprend rien, messieurs. Pas un soldat européen. S'il vous plaît, personne n'y comprend rien. Je voudrais juste faire remarquer à Jean-Claude ça a peut-être échappé aux observateurs, mais pour l'instant, les Allemands ont voté le principe de mettre 100 milliards pour reconstituer une défense. Mais on ne sait pas si c'est une défense européenne ou si c'est une défense allemande. Il faudra en débattre. Et il va falloir sacrément débattre, parce que je vous signale. Non, américain, ça, j'ai pas de doute là-dessus. Mais après, attendez, vous savez comme moi, parce que Vincent, vous avez le souvenir de la discussion entre Helmut Kohl et François Mitterrand au moment de la chute du mur. Et les conditions qu'avait posées François Mitterrand pour la reconnaissance de cela. La reconnaissance des frontières et le fait que, justement, il n'y avait pas une remilitarisation parce qu'il ne voulait pas, par le souvenir qu'il avait. Voilà. Or là, je m'excuse, personne ne l'a noté, mais il y a une énorme ambiguïté dans la décision allemande et qui peut historiquement poser beaucoup de problèmes. Moi, juste quand même, sur l'histoire, il ne suffit pas de le dire et de dégainer le mot défense européenne. Rien que l'offensive menée par les Russes, là, elle a été mise en œuvre, elle a commencé à être mise en œuvre il y a
3 ans. C'est-à-dire que pour faire l'invasion de l'Ukraine et rassembler 200 000 types à la frontière, il a fallu le décider en 2018. On est d'accord. En 2018. Donc, de la coupe aux lèvres, il va se passer quand même un bon bout de temps avant qu'on puisse tenir la dragée haute à M. Poutine, avec notre armée française, européenne, etc. Ce qui veut dire que avant, quand vous faites il n'y a pas d'Europe, l'Europe est bonne à rien. L'Europe essaie de faire quelque chose, ça va encore. C'est pas ça. C'est que les rodomontades, c'est-à-dire que le côté fier à bras, le côté va-t-en-guerre est particulièrement irresponsable, alors que la guerre, elle est déjà là, et que ce qui est urgent, c'est de négocier pour les civils, et qu'ils s'en aillent par le nord ou par le sud n'est pas très important s'ils sont vraiment menacés de mort. Ce qui est important, c'est d'arriver à trouver une trêve et un accord politique. Mais dans ce que dit Vincent, il y a quand même, il a raison sur un élément qui ne sera pas dans le débat. Mais l'Europe, elle ne s'est pas donné les moyens à aucun moment d'intervenir dans la mise en place des accords de Minsk. Or, les accords de Minsk, ce n'était pas rien. Les Ukrainiens n'en voulaient pas, c'est pas facile. M. Poroshenko n'en voulait pas. Oui, il était président de l'Ukraine. Oui, M. Poroshenko, président ukrainien totalement corrompu, qui ne s'est pas permis, adulé par les Américains, etc., n'en voulait pas, il a tout fait pour que ça ne se passe pas. Nous ne sommes pas intervenus pour le faire, pour les faire respecter. Les Russes en ont profité. Donc, sur le bilan diplomatique, il y a beaucoup de choses à dire sur la manière dont tout ça est conduit. Et moi, je pense que plus il y a de rodomontades, c'est inversement proportionnel à l'efficacité. J'ai pas de doute sur la difficulté extraordinaire de l'entreprise. Maintenant que, à la suite, et en voyant cette guerre étrange qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, qui est une prise de conscience de la faiblesse de notre dispositif de défense et la volonté peut-être de renverser le courant et de voir ce qu'on peut faire ensemble, c'est pas idiot. William Goldenel. On est loin du compte. Et ça mettra du temps. Il est pour le moins prématuré de crier victoire, de dire que maintenant l'Europe c'est formidable, elle est unie, elle sait se défendre. On est au début du peut-être l'esquisse d'un commencement. Il me semble que c'est ce que ça sera long et compliqué. D'autant plus compliqué qu'on a du nucléaire. Et rien n'excuse le temps perdu, et par conséquent, si j'étais européiste, je ferais plutôt profil bas. Vincent Herouette. Non, je suis assez les européistes sont peu nombreux. Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est toujours facile de refaire l'histoire avec des si, de remettre, et Paris serait et Kiev serait en bouteille. Mais c'est vrai qu'on est arrivé à ce qui se passe depuis le 24 février n'est pas le fruit du hasard, n'est pas un accident. C'était écrit, c'était annoncé, ça a été fait délibéré. Ça répond à une logique profonde. Et cette logique, on a refusé de la voir. Et l'Europe a refusé d'imaginer qu'il puisse encore y avoir du tragique dans l'histoire et que la Russie, que les Russes n'étaient pas des Américains qui parlaient russe. Ils étaient différents. Et donc que notre président européiste puisse bénéficier d'une sorte d'effet drapeau, je ressens comme une manière d'injustice. Mais c'est vrai qu'on a perdu 30 ans. Le mur de Berlin s'est effondré il y a 30 ans. On avait le temps, me semble-t-il, de réfléchir à un système de sécurité européen. La place tout de même des Américains reste à préciser. C'était pas simple. Néanmoins, tu as raison. Non, mais on s'est tourné les pouces en attendant, en espérant qu'on était dans un autre monde. Poutine est en train de nous dire que le monde n'a pas vraiment changé. Les leçons de ce qui s'est passé, c'est-à-dire un dernier mot, Julien Drey, puis on part à Poissy. C'est parce qu'il y a eu un élargissement non maîtrisé qui fait qu'à un moment donné, tout est paralysé. L'élargissement, vous allez le continuer. Et si vous faites rentrer encore 3 autres pays, je vous donne la garantie que la défense européenne, elle va pas naître tout au long de cette soirée. Mais d'abord, on écoute ce qui se passe à Poissy, premier déplacement du candidat Macron. Carl Olive lui passe le micro à l'instant même pour ce premier déplacement de candidat. On l'écoute. Merci, monsieur le maire. Mesdames, messieurs les parlementaires, mesdames, messieurs les maires, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, je suis très heureux d'être parmi vous. Et comme l'a dit monsieur le maire, je ne vais pas répéter ce qu'il vient de dire très bien, de pouvoir, de manière très directe, répondre aux questions que les uns et les autres se posent. Je suis candidat depuis quelques jours, dans un contexte qui est un peu particulier. Comme j'ai dit, je vais présider jusqu'au bout notre pays, puisque c'est le mandat que
Françaises, Français, vous m'avez confié, dans un contexte qui va imposer de continuer à prendre des décisions jusqu'au bout. Et donc je serai président durant ces jours et ces semaines autant que je le dois, mais je serai candidat à chaque fois que je le peux. Et c'est pour ça que je suis devant vous ce soir. Je ne vais pas passer plus de temps à faire un long discours. Je pense que c'est sans doute mieux que je réponde à toutes les questions que vous vous posez sur le contexte, sur les motivations, sur aussi ce qui fait notre quotidien dans une ville comme Poissy, mais sur beaucoup de nos territoires, qu'il s'agisse de la santé, de l'éducation, de nos institutions, de notre défense, de notre sécurité, de notre laïcité et de tant d'autres sujets. Et j'essaierai peut-être à la fin rapidement de dégager des lignes de force. Au fond, je veux y retourner parce que j'ai de l'ambition pour notre pays, en ayant, je l'espère, enfin je le crois, appris, et que je pense qu'il y a encore énormément à faire. Je pense surtout qu'on a une force collective immense. Si on sait la reconnaître, la révéler, et donner à chacune et chacun sa place. Et je pense que la force de la France n'est pas ni dans le rétrécissement, ni dans le catastrophisme. Je ne considère pas que tout va bien, que tout a été bien fait. Sinon, je vous dirais, je m'arrête là, et je suis très heureux de ces 5 années. J'ai tout bien fait, j'attends les lauriers et je vais chercher le repos. Non, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Je pense qu'il y a des résultats qui sont là, sur le chômage, sur l'apprentissage. Voilà pour les premiers mots du président sujets. Macron. Premier déplacement de campagne Il y a des pour efforts Emmanuel Macron à Poissy dans les Yvelines. On y revient dans un instant dans Punchline sur Europe 1 avec le journal de 19h. À tout de suite. Laurence Ferrari sur Europe 1.